Bonjour à tous. Le mois de février vient de s'écouler et qui dit mois qui vient de s'écouler dit vidéo sur mon bilan du mois sur le voyage du cinéphile. Comme pour la vidéo du mois de janvier, nous allons donc revenir sur les statistiques durant le mois de février en ajoutant cette fois-ci les statistiques du mois de janvier et février cumulées. Sur les 28 films que je me suis vus durant le mois de février, 18 d'entre eux étaient des pures découvertes. Depuis le début de l'année, sur les 59 films que nous avons vus, 38 d'entre eux étaient des pures découvertes. Nous sommes toujours dans cette bonne dynamique pour la découverte de nouveaux films et la sortie de ma zone de confort. Pour l'instant, je suis toujours satisfait de ces statistiques et je trouve que nous partons bien. Passons aux statistiques géographiques. Sur les 28 films que j'ai vus durant le mois de février, 9 d'entre eux étaient des films des États-Unis, 11 d'entre eux étaient des films européens, 5 d'entre eux étaient des films asiatiques, 2 d'entre eux étaient des films africains et 1 était un film océanien. Alors, j'ai beaucoup réduit l'influence des États-Unis sur mes sélections de films, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ma sélection du mois de février est beaucoup moins éclectique que celle du mois de janvier, parce que j'ai un petit peu basculé des films américains aux films européens. Et contrairement à l'année dernière, il n'y a pas de films de Moyen-Orientaux et il n'y a pas de films d'Amérique latine. C'est un autre travers qu'il faudra que je veille à ne pas retomber pour les prochains mois de ce challenge. Passons aux statistiques temporelles. Sur les 28 films que je me suis vus ce mois de février, 4 d'entre eux datés d'entre 2010 et 2020, 10 datés d'entre 2000 et 2010, 3 datés d'entre 1990 et 2000, 3 datés entre 1980 et 1990, 1 entre 1970 et 1980, 1 entre 1960 et 1970, 3 entre 1950 et 1960, 1 entre 1940 et 1950, 2 entre 1920 et 1930. Alors, on peut constater qu'il y a une forte tendance pour les films entre 2000 et 2010 pour ce mois de février. J'avoue que même s'il y a toujours ce problème d'accéder aux films via Internet, là, cette fois-ci, j'ai peut-être été un petit peu trop dans la main lourde à ce niveau-là. Je pense donc que pour les prochains mois, je vais éviter cette période pour mes prochaines sélections de films. Passons aux statistiques de genre. Sur les 28 films que j'ai vus durant ce mois de février, 1 était un film d'action, 4 était un film d'animation, 1 était un film d'aventure, 1 était un buddy movie, 1 était un film de KPDP, 3 étaient des films de comédie, 1 était un documentaire, 5 étaient des drames, 1 était un film érotique, 2 étaient des films fantastiques, 1 était un film de fantasy, 1 était un film historique, 2 étaient des films d'horreur, 2 étaient des thrillers et 1 était un western. Alors les statistiques sur les genres me surprennent un peu parce que si on regarde le nombre de films que j'ai le plus vus par genre, eh ben les deux premières positions ce sont les drames et les films d'horreur. Deux genres cinématographiques à la base pour lesquels je n'ai aucune attirance. Ensuite, il y a les films d'animation et les comédies, mais là, ça se rapproche un peu plus des films que j'ai l'habitude de me voir au quotidien. Donc, quelque part, je suis un peu content, ça veut dire que j'ai vraiment sorti de ma zone de confort. Bon, j'espère juste que ces statistiques vont se rééquilibrer au fur et à mesure du temps, parce que j'ai vraiment envie d'explorer toute une palette sur lesquelles je ne viendrai pas de base, quoi. Passons maintenant au flop film de mois de février. Alors, avant de commencer le flop film, j'aimerais quand même dire quelque chose. C'est que la moitié des flops, ce ne sont pas des films que je trouve mauvais. Ce sont au contraire des films que je trouve même pour certains très sympathiques. Simplement, comme il n'y a que 28 films pour le mois de février, ça fait que beaucoup de films que je ne trouve pas mauvais se retrouvent dans mon flop. Vous allez très vite comprendre quand je vais commencer. Numéro 10.
Le cabinet du docteur Caligari. Vous voyez, c'est exactement ce que je voulais dire. Parce que ce film, je ne le trouve absolument pas mauvais. Je le trouve même très sympathique. Il y a tout un charme gothique. Alors, très vieux, parce que le film date de 1920 quand même. Mais je trouve qu'il a une esthétique très particulière. C'était du Tim Burton avant l'heure, ce film. Et du coup, je le trouve absolument pas mauvais. Je le trouve très sympathique. Certes, il est un peu daté, on peut pas dire qu'il n'a pas subi les affres du temps, et c'est vrai que bon, on en est peut-être plus en attente, je suis peut-être un peu plus en attente d'autres choses, parce que le film date de 1920 et que du coup, c'est des choses qui étaient nouvelles pour lui ne le sont pas forcément pour nous. Mais c'est pas vraiment la faute du film, du coup, c'est un film qui se retrouve dans ce flop, mais c'est un flop très injuste pour le coup. Numéro 9. Tigre et Dragon. Là encore, c'est pas du tout un mauvais film, les scènes d'action sont très bonnes, alors les scènes de dialogue manquent beaucoup de subtilité, c'est vraiment pas le film qu'on regarde pour l'intelligence de son histoire, mais on regarde ce film pour ses scènes d'action, et il faut dire, les scènes d'action de Tigre et Dragon sont juste dantesques, elles sont vraiment très bien faites, elles sont vraiment très impressionnantes, encore aujourd'hui, c'est des scènes d'action qui je trouve n'ont pas tellement vieilli, si ce n'est peut-être un peu des jeux avec la gravité qui sont parfois où on se demande ce qu'ils sont en train de foutre avec, quoi. Mais sinon, non, Tigre et Dragon, c'est pas du tout un mauvais film. Simplement, c'est un film qu'on regarde le plus pour ses films d'action qu'autre chose. Numéro 8. The Boat. Je sens que je vais me répéter, mais encore une fois, ce n'est pas du tout un mauvais film, The Boat. C'est plutôt un film très malin sur une espèce de thriller maritime où il y aurait vraiment qu'une personne sur un bateau qui ne semble pas très normal d'ailleurs. Mais franchement, c'est plutôt intelligemment fait. Alors, il y a quand même un long passage qui tient plus de la facilité scénaristique qu'autre chose. C'est quand le personnage se retrouve bloqué aux toilettes. Là, franchement, c'est vraiment le passage de la facilité qui dure beaucoup trop longtemps. Je trouve que le film aurait gagné à ce qu'il se fasse un peu plus sur l'ensemble du navire plutôt que sur une pièce aussi exiguë. Mais en soi, la tension est très bien gérée, l'isolement du personnage est très bien amené. Et le traitement du bateau en lui-même lui donne vraiment une aura un petit peu d'animal, un petit peu de monstre, un petit peu ce qu'il y avait eu dans Duel de Steven Spielberg. Numéro 7. Madame, un irréparable malheur vient de nous frapper. Le bossu. Alors, c'est pas du tout mauvais, encore une fois, mais j'avoue que j'ai vraiment une très large préférence pour la version de Philippe de Broca de 1990. Je veux dire, pour moi, la version de 1959, il y a toujours ce problème, quelques problèmes de ces années-là. Je trouve que le couple Sabine Hasselmann et Jean Marais ne fonctionne pas vraiment. Le personnage de Bourvil est très drôle, il est très rigolo, mais pour moi, il est un petit peu trop dans le film. Alors, encore une fois, c'est pas un mauvais film en soi, c'est un film qui date un peu, mais en soi qui était très bien pour son époque. Mais je trouve que la version avec Daniel Auteuil est bien meilleure. Numéro 6. Fidélité. Promis, c'est le dernier film que je dirais qu'il est pas mauvais alors qu'il est dans ce flop. Non, alors, ce film-là, il est très 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 moyen. En soi, il n'est pas inintéressant. Il n'est pas inintéressant, et non, ce n'est pas parce que c'est un film érotique, je vous vois venir, bande de coquins. Non, il n'est pas inintéressant parce qu'il traite de l'adultère, des soupçons de l'infidélité dans un couple, et ce qui peut amener à l'infidélité. Le problème, c'est que c'est quand même très clinique. C'est très froid comme film, c'est vraiment... Faut pas le chercher pour une espèce de sentiment, pour être révélateur d'émotions, ce qui est dommage, parce que ça parle quand même d'une vie de couple, on s'attendrait à ce qu'ils mettent des émotions, à ce qu'ils mettent les sentiments amoureux,
Mais non, c'est traité de manière très, très froide, très distante, très clinique en fait. C'est presque limite c'est presque limite un film qui se veut documentaire, mais du coup qui perd beaucoup dans ses puissances émotionnelles, qui perd beaucoup dans les émotions qu'il veut amener, et il reste plus qu'une analyse et des scènes érotiques qui sont pas désagréables à regarder, hein, mais ça limite du coup l'intérêt du film. Numéro 5. La Cage. Ah, voilà, là on attaque les films que j'ai trouvés mauvais. Non, La Cage, le gros souci de La Cage, c'est que les péripéties sont amenées beaucoup trop rapidement et surtout beaucoup trop maladroitement. Je veux dire, rien que la scène du début, c'est une blague. Le couple qui se dit non, on va pas se marier tout de suite, il faut prendre le temps de se connaître, et qui 2 minutes plus tard se marie en mode YOLO. Il n'y a pas du tout... Il n'y a pas du tout de subtilité, il n'y a pas du tout de subtilité non plus dans la tentation je sais plus le nom de la légende gabonaise, mais dans cette femme qui représente la tentation envers le héros. Là encore, c'est fait sans subtilité, c'est fait beaucoup trop brutalement et beaucoup trop maladroitement pour rendre vraiment ces scènes très appréciables. Ça, plus le fait que les personnages sont très clichés, les personnages aussi ne sont pas du tout attachants, j'ai trouvé. Numéro 4. Canine. Alors, on m'a beaucoup vendu ce film, on m'a dit que c'était un film très intéressant sur une espèce de famille à part, une famille qui vit de manière presque en ermite, avec des enfants qui n'ont rien connu du monde extérieur. Et oui, il y a des bases pour un sujet intéressant, il y a des bases, mais je trouve que le film se tourne rapidement en boucle, il va toujours sur les mêmes choses, au final ce sont les mêmes genres de péripéties qui sont montrées. Il y a très peu de rebondissements dans ce film. Et comme ça se répète, comme c'est en boucle, l'ennui vient très rapidement. Il y a vraiment que vers la fin du film que ça commence à devenir vraiment intéressant, quand l'aîné de la famille découvre 2 films, ce qui est en soi très symbolique, puisque ça montre que le cinéma peut libérer ses enfants. Mais du coup, ça n'en fait pas grand-chose. Au final, il n'y a pas grand-chose de vraiment pertinent, de vraiment percutant qui sortent de Canine. Il n'y a que sur la fin où effectivement on est un peu plus pris dans l'histoire. Mais sinon, pour le reste, c'est lent, ça se répète. Et on se demande encore comment le père il a pu très bien faire sa petite secte, alors que il fait plusieurs actions à l'extérieur qui sont quand même très bizarres. Il y a pour moi un problème aussi de cohérence à ce niveau-là. Numéro 3. L'Atlantide. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le film date des années 20, mais je trouve qu'il s'éternise pour rien, nom de Dieu. Oh, ce film prend une éternité entre chaque plan et du coup, t'as l'impression... Le film dure très longtemps, il dure un peu plus de 2 heures, genre 2 heures et quart. Mais au départ, je pensais que c'était parce que ça a mené beaucoup de péripéties. Mais au final non, il est très lent parce qu'il s'éternise entre les plans, il prend trop son temps. Alors des fois ça peut être bien de prendre son temps, ça peut installer une ambiance, ça peut installer une atmosphère, mais c'est pas le cas dans l'Atlantide, c'est absolument pas le cas, parce que certains événements qui devraient être centraux à l'intrigue, justement viennent beaucoup trop rapidement. Genre la trahison du personnage principal, elle est vraiment amenée de manière très bourrine et très maladroite. Comment dire, il y a beaucoup de passages qui ne sont pas subtils, il y a beaucoup de personnages qui sont plutôt mal écrits, je trouve, et du coup je ne comprends pas pourquoi le film se permet d'être lent sur ses plans, d'être lent sur ses acteurs qui ne jouent pas tous bien. Je veux dire,
Le personnage de la princesse, en plus, c'est censé... Le personnage de la princesse de l'Atlantide est censé être un personnage charismatique. Elle est censée être d'une beauté tellement extraordinaire qu'elle envoûte n'importe qui croise son regard. Et je suis désolé, mais l'actrice ne fait pas du tout le taf pour ça. Pour moi, l'actrice manque vraiment de charisme, elle manque vraiment de cette prestance que le film veut nous convaincre qu'elle a, et du coup, ça plombe un peu le principe du film de l'Atlantide. Numéro 2. Gengis Khan, la légende d'un conquérant. J'ai eu beaucoup de mal à croire que ce film était sorti en salle. Très honnêtement, parce que l'esthétique a vraiment eu... Enfin, la photographie fait vraiment téléfilm, ça fait vraiment film à petit budget. Je comprends pas comment un film aussi grossier a-t-il pu sortir au cinéma. Et je dis grossier dans tous les sens du terme, parce que déjà au terme de la narration, en termes de l'histoire, le film se permet plein de facilités scénaristiques qui font que du coup l'histoire n'a plus aucun sens. Je veux dire, tous les antagonistes que croise le héros, donc Gengis Khan, parce que le film est censé raconter la vie de Gengis Khan. Tous les antagonistes que croise Gengis Khan, il les tue dans la bataille finale. C'est alors que plusieurs d'entre eux n'ont rien à voir. Il y en a un, c'est parce qu'il voulait coucher avec sa mère. Un autre, c'est quelqu'un qui a capturé sa femme. Un autre, c'est un ami à lui, mais qui a trahi son clan, ce genre de choses. C'est des antagonistes qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui retrouvent tous à la bataille finale. C'est fantastique. Et alors, un truc qui est insupportable dans ce film, c'est que Gengis Khan est montré comme une espèce de héros baba cool qui n'a jamais voulu être vraiment un conquérant, mais qui s'est battu pour défendre les siens. C'était juste un défenseur, alors que les autres c'était des méchants envahisseurs. On parle de Gengis Khan, les gars. On parle d'un des plus gros conquérants de l'Asie, quoi. Je veux dire, c'est quand même un des gars qui a formé l'une des plus grosses armées. Je crois que c'est la plus grosse armée mongole de l'histoire. Et ce film, limite, veut en faire un baba cool. Non, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble, quoi. Pour moi, ça ne va pas. Et alors, le film est aussi très grossier dans sa mise en scène, parce que, comme ce film est aussi produit en partie en Russie, il me semble, je crois qu'il est à la fois mongol et russe. Le film a voulu se censurer, mais alors il a fait de la pire des manières possibles. Je veux dire, pour censurer un passage, ils utilisent les flous qu'ils utilisent dans les reportages de TF1, le genre, vous savez, genre les gros cercles flous dégueulasses. Et ça, pour moi, dans un film, ça n'est pas acceptable. C'est très mauvais. La Gengis Khan, la légende du conquérant, c'est vraiment extrêmement mauvais, que ce soit dans sa mise en scène, que ce soit dans sa narration, que ce soit dans les choses qu'il raconte. C'est vraiment grossier et mal foutu. Et le numéro 1 de ce flop du mois de février est... Le Wazoo polygame. Alors, ce film, je crois que le seul bon point, il n'y a que 2 bons points dans ce film. Déjà, il est court, il dure à peu près 35 minutes, ce qui est déjà bien parce qu'au moins le spectacle affligeant qu'il propose ne dure pas trop longtemps. Et la seule chose, la seule autre bon point, mais cette fois-ci c'est un vrai bon point, c'est l'actrice qui interprète Fatou. L'actrice qui interprète Fatou, effectivement, elle est la seule à jouer. D'ailleurs, c'est la seule qui sort un jeu d'acteur potable. Parce que les autres, nada. Je veux dire, il n'y a rien qui va. Les péripéties, elles sont mal amenées. Il y a un manque franchement de rythme. Les personnages, j'ai beaucoup eu du mal à comprendre l'utilité de beaucoup d'entre eux. Le film est censé être un court-métrage, mais j'ai l'impression que il arrive même pas à ces 35 minutes à raconter quelque chose d'intéressant. Je veux dire, le premier petit ami de Fatou et le fils de la seconde femme, ils se mettent à se disputer, à avoir une scène de bagarre qui est juste ridicule, et au final, ça n'amène rien. Non, ça n'amène rien, le premier petit ami de Fatou s'en va, et le fils de la seconde femme du Wazoo s'en va aussi. Alors le Wazoo, de ce que j'ai compris, c'est
c'est une espèce de c'est un statut dans la religion musulmane. C'est genre un musulman pieux qui est allé jusqu'à la Mecque et du coup il a le droit d'épouser plusieurs femmes. Et c'est-à-dire ça ne se base que ça l'histoire. Hein. C'est le 3e mariage d'un oiseau. C'est waouh. Et alors normalement ça aurait dû bien se tenir sur 35 minutes, ça aurait dû peut-être amener quelque chose d'intéressant, mais non. Finalement, ça n'amène rien. Il y a une tentative d'assassinat, c'est une tentative d'assassinat, mais tournée de manière ridicule, de manière... C'est nanardesque. Je veux dire, c'est totalement nanardesque comme film. Et c'est le film, pour l'instant, je crois que c'est le plus mauvais film que j'ai vu depuis le début de cette année. Voilà, nous arrivons au terme de ce flop du mois de février. Alors, si on reprend le flop depuis le début de l'année, nous allons faire ça très rapidement. Alors, numéro 10, La Cage. Numéro 9, Lies en Septembre. Numéro 8, Tout de suite. Numéro 7, Canine. Numéro 6, L'Atlantide. Numéro 5, Maman, j'ai raté l'avion. Numéro 4, Au nom du Christ. Numéro 3, Terrified. Numéro 2, Gengis Khan, la légende d'un conquérant. Et numéro 1, le oiseau polygame. Et il ne nous reste plus qu'à nous attaquer au top 10. Numéro 10. No holds barred world of professional wrestling. He will always be my hero. He's always my hero. One man clawed his way to the top. I love him with all my heart. Wrestling with Shadows. Et oui, un documentaire pour démarrer ce top 10, un documentaire sur le catch. Ceux qui me connaissent le savent, je suis moi-même apprenti catcheur. Et c'est très intéressant de voir ce qui peut se passer dans les coulisses. Alors, je sais pas si ça continue comme ça aujourd'hui parce que le documentaire date du Montréal Screwjob. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que c'est, bah, je vous invite à regarder le documentaire. Mais très intéressant, très complet, qui capture pas mal de moments assez forts, assez inattendus dans un documentaire. Numéro 9. Solo. Casque noir. Alors, enfin nous voici en présence pour la première fois et pour la dernière fois. C'est bien ce que je voulais dire. La folle histoire de l'espace. Ah, pour une fois que je voulais voir un peu plus de Mel Brooks, c'est un petit peu une découverte pour moi, la folle histoire de l'espace, Spaceballs, pour ceux qui connaissent. Je connaissais un petit peu l'humour de Mel Brooks via Frankenstein Jr., et je dois avouer que l'humour de la folle histoire de l'espace m'a beaucoup plu. C'est un humour cartoonesque, c'est un humour parodique. Alors c'est fait donc pour être cartoonesque, mais je trouve que c'est un humour qui marche, qui est bien utilisé. Et franchement, je vous le conseille, c'est un pur moment de rigolade, la folle histoire de l'espace. Je retiens notamment, je suis désolé, c'est la réplique « C'est mon cousin !» Allez voir le film pour comprendre de quoi je parle. Numéro 8. Quoi? Le voyage de Chihiro. Un excellent Ghibli, un excellent film d'animation de ce cher Hayao Miyazaki, qui date de la même année que Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, hein, il date de 2001 ce film. Comme quoi, le fait que je vous dise que 2001 c'est un excellent cru en termes de cinéma, bah ça se renforce de plus en plus quand je vois les films qui sont sortis. Mais donc ouais, Le Voyage de Chihiro, c'est une très belle fable. Ça utilise beaucoup d'éléments du folklore japonais. Peut-être que l'histoire est un petit peu trop... s'enchaîne un peu trop vite à mon goût. Elle se précipite un peu trop, l'histoire, notamment sur la fin. Sur la fin, il y a quand même pas mal de moments où tu te dis que le film rush un peu. Mais c'est surtout pour la beauté de l'animation qu'on regarde Le Voyage de Chihiro. Et à ce niveau-là, Le Voyage de Chihiro, bah, ça nous en met plein la gueule, quoi. C'est vraiment créatif, c'est vraiment superbe visuellement parlant. Donc oui, ça reste un très beau spectacle à voir, même si l'histoire est un petit peu trop rushée. Numéro 7. What is it? You can't get rid of the Babadook. Mister Babadook. Alors ce film c'est pas une découverte. Je connaissais ce film pour l'avoir vu 2-3 fois. C'est un film qui je trouve est d'un malsain. C'est vraiment extrêmement oppressant. Ça utilise les peurs les plus basiques de l'enfance. Et alors
je pense que c'est pas un film qui est fait pour tout le monde, parce que j'ai tenté de le faire découvrir à ma famille et ils ont pas du tout accroché à Mr Babadook. Moi personnellement c'est le genre de film d'horreur que j'adore parce que il n'utilise pas de jumpscare, il n'utilise pas de facilité pour t'effrayer. Mais alors, il est d'une oppression, il est d'une angoisse, c'est juste horrible. Et je trouve dommage que Mr Babadook n'ait pas un boogeyman qui ait plus marqué son époque que ça, parce que franchement, il avait tous les éléments pour lui pour vraiment marquer les boogeyman. Que voulez-vous, ça ne s'est pas fait. Numéro 6. Les triplettes de Belleville. Ah, les triplettes de Belleville, c'est pas une découverte non plus. Je me suis déjà vu ce film un nombre incroyable je me suis déjà vu ce film un nombre incroyable de fois. Et pour moi, c'est la preuve. Ça a été le film qui m'a un petit peu révélé ce qu'on était capable de faire dans le cinéma français. Et franchement, c'est un classique. Là-dessus, de l'animation française, les triplettes de Belleville, la musique de M est superbe, le côté cartoonesque marche extrêmement bien, mais c'est pas un cartoonesque qui va forcément aller à fond sur l'humour, ça va beaucoup aller sur de la mélancolie, ça va être glauque, le film est pas mal glauque à certains moments, mais va toujours être dans un côté cartoonesque qui donne une esthétique, qui donne vraiment un cachet, vraiment, à tout l'univers qu'il nous présente. Et je vous recommande vraiment les triplettes de Belleville. Numéro 5. Où ça, par chez moi? Je vois que vous venez de Dallas. Je peux savoir en quoi ça vous regarde? D'où je viens? No Country for Old Men. Alors, j'ai été un peu surpris de voir que ce film était classé comme un western. Même si, effectivement, il y a beaucoup de codes du western qui se retrouvent dans No Country for Old Men, les paysages désertiques, les duels à l'arme à feu, le fait qu'il y ait toute une histoire de hold-up, d'argent qui doit circuler. Non, je vois là où il emprunte beaucoup des codes du western, mais c'est surtout sur son ambiance que ce film est excellent. Sur son ambiance et sur ses personnages, notamment le personnage d'Anton Chigurh, interprété par un Javier Bardem juste génialissime. Je pense que on peut dire que Javier Bardem, il tient tout le film, il porte le film à lui tout seul. Même si Josh Brolin est excellent, même si Tommy Lee Jones est aussi un très bon personnage, celui qu'on retient surtout c'est Anton Chigurh avec Javier Bardem. Et le film prend une tournure plutôt inattendue. Je pensais pas que le film allait tourner de la façon dont il tourne. Alors je vous révèle pas la fin parce que franchement, pour le coup, il faut avoir la surprise. Il faut avoir la surprise de ce que le film va nous proposer pour son dénouement final. Et c'est pas du tout le genre de dénouement dans lequel on s'attend. Numéro 4. Allez-y. Battle Royale, où comment se battre dans les règles du jeu, où tous les coups sont permis. Je salue les élèves de Terminal B qui me... Battle Royale. Depuis le temps que j'avais entendu parler de ce film, j'avais vraiment envie de le voir et force est de constater que oui, pour le coup, Battle Royale mérite vraiment sa réputation. Alors, il n'est pas aussi violent, il n'est pas aussi gore que ce que l'on m'avait vendu. Moi, on m'avait vendu un film très gore, très hardcore en termes des scènes de violence. Il y a pas mal de scènes de violence, il y a beaucoup de scènes de violence, mais elles ne sont pas spécialement gore. Et j'ai trouvé ça appréciable. Je trouve ça appréciable parce que, certes, ce sont des scènes violentes. Certes, ce sont des scènes qui sont très dures, mais elles sont très dures parce que c'est presque de la violence absurde, en fait. C'est presque... C'est des scènes où on se dit, mais ça aurait pu tellement aller mieux, ça aurait pu tellement bien tourner, et ça a foiré, mais alors complètement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça ne se foire pas artificiellement. Tous les événements s'enchaînent naturellement, les personnages ont des motivations totalement compréhensibles. Il y a 2 personnages dans ce film qui sont totalement badass et je ne rêvais que d'une chose, c'était de les voir se battre l'un contre l'autre. Et la manière dont les événements sont amenés, la manière dont les personnages réagissent, la manière dont ils essaient de survivre, tout ça est tellement bien amené, c'est tellement bien travaillé, c'est tellement bien écrit. La seule chose qui m'embête en réalité dans Battle Royale, c'est le dénouement.
pour moi, le dénouement tient beaucoup de la facilité scénaristique. Il tient beaucoup dans la fin qui doit être une bonne fin. Et du coup, je trouve que ça perd justement dans cette écriture qui, jusqu'avant, était assez bonne, même malgré le nombre de personnages. Parce que ça aussi, le film gère très bien son nombre de personnages alors qu'il en a 3 tonnes. Non, c'est un petit peu dommage qu'il se foire un petit peu sur la fin. Mais sinon, pour le reste, c'est un excellent film. Numéro 3. Excalibur, un grand classique de cinéma de fantasy. Pour moi, c'est la meilleure adaptation des légendes arthuriennes qu'on ait fait au cinéma. Cherchez pas, pour moi, on n'a pas fait mieux depuis. On n'a pas fait mieux depuis, on n'a pas fait mieux avant. Excalibur de John Boorman, pour moi, c'est le summum. Parce que la légende arthurienne est tellement bien racontée. En fait, ça fonctionne avec des arcs. Ça fonctionne avec des arcs et pour moi, c'est une manière très intelligente de raconter les légendes arthuriennes. Parce que, étant donné que c'est quand même des légendes très complexes où il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de péripéties, je trouve ça très intelligent de raconter les choses par des arcs scénaristiques. Des arcs narratifs qui s'amènent tous à un point, qui se relient de manière naturelle. L'ambiance est tellement changeante entre chaque arc. Tu as des arcs qui vont être beaucoup plus dans l'espoir, dans la prospérité. Tu vas avoir des arcs extrêmement sombres, extrêmement glauques par moments. Je veux dire, la quête de Perceval, elle tombe dans le glauque. Et là encore, ça permet au film de se trouver un équilibre parce que le film va avoir ses moments épiques, il va avoir ses moments sombres, il va avoir ses moments drôles d'ailleurs. Hein. Le film ne manque pas d'humour, notamment quand Merlin essaye d'enseigner à Arthur comment être un bon roi. Et ça ne manque pas de moments où le film se permet d'être léger, où le léger flirte avec le sombre en fait. Et c'est pour moi, ça donne tout un côté épique, tout un côté vraiment très bien amené dans la fantaisie, justement dans le côté chevaleresque, dans le côté arthuréen en fait, je dirais, parce que c'est exactement le souffle que donne Excalibur de John Boorman. C'est ce souffle arthuréen, c'est ce souffle épique, et pour moi, on n'a vraiment pas fait mieux pour raconter la légende d'Arthur et des chevaliers de la table ronde. Numéro 2. Bon, bah c'est bien tout ça. Ça a l'air chouette. Ouais, c'est chouette. Ma vie de courgette. C'est un des meilleurs films d'animation français qu'on ait jamais fait. Et franchement, alors, il est un peu court. Il dure à peine un peu plus d'1 heure, Ma vie de courgette. Mais c'est excellent dans tous les thèmes qu'il ose aborder. Je veux dire, pour moi, on n'a pas eu de film d'animation à l'étranger qui aborde aussi frontalement toute la misère, tous les problèmes que peuvent subir les enfants, que ce soit des parents abusifs, que ce soit de la pédophilie, le film aborde la pédophilie quand même, que ce soit aussi les enfants qui ont des parents en situation difficile et qui du coup se retrouvent en orphelinat. On a aussi tout simplement les enfants qui doivent vivre avec le deuil de leurs parents ou qui ont vécu avec des familles extrêmement difficiles ou des familles qui ne sont pas françaises, ça aussi le film aborde. Bref, Ma vie de courgette, c'est un film qui aborde beaucoup de thématiques. C'est un film très riche dans ces thématiques et qui n'est pas forcément édulcoré. Il est assez frontal sur les choses qu'il présente. Il n'hésite pas à être violent par moments. Et confronter la violence avec l'innocence de l'enfance comme le fait Ma vie de courgette, ça donne vraiment un mélange tellement harmonieux, tellement bien composé que on ressent de tout en voyant Ma vie de courgette. On a ces moments déprimants, on a ces moments où on a vraiment de la peine pour ses enfants, mais on a également ces moments d'espoir, ces moments d'amusement quand on voit les enfants évoluer entre eux, surtout que tout est fait naturellement, hein, il y a jamais rien qui paraît forcé en fait. Je pense que les réalisateurs ont vraiment étudié comment les enfants réagiraient dans telle ou telle situation, comment ils seraient s'ils avaient subi tel ou tel traumatisme, parce que tout est fait de manière naturelle, tout a l'air, comment dire,
ça n'a pas l'air écrit, en fait. Les réactions enfantines n'ont pas l'air écrites. À aucun moment, on se dit que telle réplique est un peu forcée, que tel moment est un petit peu trop... que ça fait un petit peu trop moment de cinéma. C'est pas tellement le cas avec les adultes. Les adultes, on a un peu plus de moments qui font pas très naturels, qui jurent un peu du coup avec les enfants. Mais tous les passages avec les enfants, ça mène de manière naturelle. Les dialogues font vrai, tout fait vrai dans ce film. Et c'est en ça que Ma vie de courgette réussit admirablement bien ce pari de nous mettre des moments enchanteurs, des moments d'espoir, des moments où on a vraiment de l'affection, on a vraiment des émotions positives, mais également des moments qui sont des véritables crève-cœurs parce que c'est tellement des malheurs qui existent dans la vraie vie et c'est tellement des malheurs que le film retranscrit tellement bien les conséquences de ces malheurs qu'au final ça nous donne vraiment une très belle œuvre. Ma vie de courgette, c'est vraiment un de mes films préférés, honnêtement. Et le numéro 1 de ce top de février est... Citizen Kane. Évidemment. Je veux dire, s'il y a bien un film qui allait se retrouver dans mon top de février, dans le numéro 1, c'est Citizen Kane. Ce film, ce film a la réputation d'être le meilleur film jamais réalisé. Alors, je ne dirais pas que c'est le meilleur film, que c'est mon film préféré de tous les temps. Mais je comprends tellement sa réputation. Parce que ce film, rien que pour les années pour lesquelles il a été réalisé, il regorge tellement d'idées, tellement de plans symboliques, mais admirablement bien utilisés. La rupture de Charles Foster Kane avec sa seconde femme, la manière dont c'est présenté la femme qui s'en va dans les ténèbres, qui s'en va dans un espace de plus en plus étroit, de plus en plus réduit, qui fait qu'au final elle disparaît de la vie. Et de l'autre côté, quand on voit Charles Foster Kane maintenant tout seul, qui est isolé entre tous ces encadrements qui l'entourent, montrant qu'il s'est bâti une forteresse, qu'il s'est bâti vraiment un instant de pouvoir, mais que maintenant il est tout seul. Le film regorge de plans symboliques, de plans où la mise en scène nous raconte toute l'histoire, toute la psychologie qu'il y a derrière chaque scène, et c'est admirablement bien fait, c'est admirablement bien amené, si bien que limite l'histoire est simple, le scénario est assez simpliste en réalité. C'est une enquête autour d'un personnage qui avait la réputation d'être le personnage le plus puissant des États-Unis fut un temps, toute l'histoire autour de Charles Foster Kane. Alors, ça reste une bonne histoire, hein. C'est une histoire très bien racontée, c'est une histoire qui amène des péripéties parfois inattendues, qui raconte très bien la montée en puissance d'un homme qui finit par être tellement puissant, qui finit par être totalement déconnecté avec la réalité, et à quel point cette déconnexion avec la réalité l'amène à s'effondrer, hein, alors qu'il est puissant. Il ne s'effondre pas financièrement, hein, ce n'est pas quelqu'un qui perd de sa puissance, mais c'est quelqu'un qui s'effondre parce que il est devenu tellement isolé dans sa puissance qu'au final ça l'a rendu malheureux. Et c'est pour moi, alors je vous révèle pas ce que c'est Rosebud, le fameux Rosebud du film, mais pour moi c'est là où Rosebud et la signification devient assez symbolique en fait, assez logique. C'est vraiment se rappeler du temps où tout était simple, du temps où il n'avait pas atteint ce haut niveau de puissance avant que ce haut niveau de puissance lui soit attribué, et ce Rosebud qui lui rappelle ça au moment où il craque, au moment où il a juste envie de redevenir le petit garçon qu'il voulait être. Non, franchement pour moi du coup Rosebud amène beaucoup plus de sens logique qu'on croit. Mais cette histoire est vraiment soutenue par des plans, par de la mise en scène, par des idées de caméra qui tout simplement, pour les années 40, étaient totalement révolutionnaires. C'était totalement inattendu de voir ce genre de plans, de voir autant de travail sur des plans symboliques. Et même, sans parler de plans forcément, ne serait-ce que le rythme de la narration, le rythme de l'écriture, le rythme de montage, le film passe par plusieurs genres. Il passe par du drame, il passe par des moments, il y a des moments qu'on pourrait qualifier de cartoonesques dans ce film.
Il y a des moments que l'on pourrait qualifier limite, ça devient un cartoon, notamment quand Charles Foster Kane décide de devenir ce directeur de journal. C'est vraiment... le film passe par plein de moments émotionnels divers et variés, et il arrive à appuyer ça avec une maestria, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Citizen Kane, c'est pas mon film préféré. Il y a des films que je préfère à lui, mais je reconnais totalement qu'il a mérité son statut de meilleur film jamais réalisé. Voilà, c'était le top 10 du mois de février. Alors si on reprend depuis le début de l'année de mon top 10, numéro 10, Excalibur de John Boorman, numéro 9, Ma vie de courgette, numéro 8, Everything Everywhere All at Once, numéro 7, 2001 l'Odyssée de l'espace, numéro 6, Le Dictateur, numéro 5, Rec, numéro 4, La liste de Schindler, numéro 3, Citizen Kane, numéro 2, La La Land, et numéro 1, Conan le Barbare. Et c'est ainsi que nous pouvons conclure cette vidéo bilan sur le mois de février et sur le début de l'année concernant mon défi sur le cinéma. Je suis plutôt content de pouvoir le proposer le plus vite possible parce que au moins ça va me permettre de pouvoir un petit peu travailler sur mes autres projets et également de commencer un petit peu, j'ai commencé un petit peu à travailler sur ma rétrospective Martin Scorsese. J'ai finalement décidé de commencer par cela. Et je vous avoue que c'est un peu compliqué, c'est vraiment très compliqué de s'organiser en plus avec les films qui doivent sortir au cinéma et que j'ai quand même envie d'aller voir. Mais bon, ça reste un défi assez passionnant à faire, ça reste un défi que je suis content d'avoir démarré et que j'espère pouvoir tenir pour la fin de l'année. Voilà, bah écoutez, c'était la vidéo bilan du mois de février, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!